Notre invité, Thibault de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il va entrer directement. Je vous prie de bien vouloir vous installer. Merci infiniment d'être notre invité aujourd'hui dans des circonstances plutôt dramatiques. Vous dites en général que la violence est consubstantielle à l'homme, comme dit Mathieu Bocoté régulièrement, et dans toute la société. Est-ce que ça veut dire, selon vous, Thibault de Montbrial, que nous sommes condamnés, quoi qu'il en coûte, quoi que l'on fasse, à la violence? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est que il y a une fraction qui sera impossible à supprimer de violence, de délinquance dans toute société organisée. Toute la difficulté pour une société organisée, pour un État politique structuré, pour un État dont je rappelle quand même qu'il repose sur un pacte entre les citoyens et les gouvernants, au terme duquel les citoyens renoncent au droit de se faire justice et au droit de se protéger, que c'est l'État qui a le monopole de la force légitime et qu'en contrepartie, les gens payent des impôts pour que la police et la justice s'occupent de leur sécurité. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce ne sont pas des faits divers, comme le président de la République l'a dit dans un mot vraiment malheureux, déjà structurellement et ensuite en termes de calendrier, hier ou avant-hier. Ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs années, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène où on est passé d'une délinquance résiduelle, comme elle pouvait exister dans les années 50 ou 60, à un fait de société qui est qu'on a un effondrement de l'autorité qui aboutit à une explosion de violence qui peut avoir des causes différentes. Vous avez une violence qui est organisée par des gens qui sont structurés, je pense notamment aux trafiquants de stupéfiants, aux crimes organisés, qui sont structurés et qui profitent de la faiblesse de l'État, qui rognent les fondamentaux de l'État, mais qui obéissent à une logique qui est criminelle, mais qui est une logique. Et puis vous avez une délinquance pulsionnelle qui concerne plus la délinquance des jeunes. Et ce que m'inspire le drame de ce matin, et évidemment ma pensée, ma compassion vont envers la famille de Mélanie, son petit garçon, ses collègues. Mais ce qu'on a vu ce matin, l'enquête établira les détails, mais ce qu'on voit avec les violences, les coups de couteau qui se multiplient entre jeunes, c'est en réalité le fait que nous avons une jeunesse qui n'est plus capable de gérer la frustration. Or, quand un petit homme grandit, il a besoin pour se structurer d'autorité. Cette autorité, c'est de lui poser une limite droite et une limite gauche. Lorsque vous dites autorité, voilà. Lorsque vous dites dire non à un enfant, Maurice Berger, la semaine dernière, était là, il disait la même chose. Oui. Charlotte disait aussi cela tout à l'heure. Et on le dit tout le temps. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher mon émotion en vous disant qu'on en a marre. C'est toujours la même chose. Je termine. On en a marre de ces constats en permanence. Je sais que vous êtes au cœur de ces sujets, mais au-delà de ces constats, qu'est-ce qu'on peut dire aux Français ce soir? Au-delà de ce constat où on a dit non aux enfants dans l'éducation. Par exemple, la cellule familiale a été complètement détruite. Oui, oui. On pense à la cellule familiale uniquement dans ces cas-là. Que l'autorité à l'école a été complètement détruite. Aujourd'hui, on en a marre. Mais Christine, tout à l'heure, je vous entendais, avant d'entrer sur le plateau, demander à Charlotte Dornelas si nous étions responsables. Et en réalité, nous avons une responsabilité majeure. C'est que notre classe politique, notre classe dirigeante au sens marxiste du terme, c'est-à-dire les gens qui font l'opinion, la plupart des médias, les grands chefs d'entreprise, les grands patrons d'administration, pendant 30 ans, ils ont sabordé l'autorité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ces gens-là n'ont accepté de prendre à bras le corps le problème tel qu'il était en train d'apparaître avec des prémices. Tout ça n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est un effondrement. Mais un effondrement, c'est un toboggan. C'est-à-dire qu'au début, vous glissez doucement. Et à un moment, il y a une accélération. On attend la chute? Moi, je pense que nous sommes dans la phase de chute. Comme toujours, il y a un décalage entre la réalité et la perception. Je pense que nous sommes déjà dedans, quand on regarde les statistiques, quand on regarde l'ensemble des fractures françaises. Et précisément, et je rebondis sur votre question, c'est-à-dire que maintenant, le temps des mots, le temps des constats est terminé. J'entendais des membres du gouvernement parler de nécessité d'un choc d'autorité. Oui, toute la classe politique s'est indignée. Ça fait 5 ans que j'emploie cette expression. Donc je me réjouis de ce qu'enfin elle monte au cerveau. Mais maintenant, il faut agir. Et la première des choses à faire, c'est qu'il faut que l'État se réapproprie sa force légitime, à la fois directe,
par l'intervention de la police et à la fois symbolique par l'intervention de la justice. Puisque vous parliez du professeur Maurice Berger, qui est vraiment quelqu'un qui fait autorité en la matière, il est pédopsychiatre, il est expert judiciaire, et lui, comme tous les gens qui travaillent sur ces questions d'autorité, nous sommes tous d'accord pour dire que la manière de corriger la trajectoire, parce que ça va prendre du temps, c'est que il y ait une inversion totale du rapport à la sanction. Aujourd'hui, la justice des mineurs, c'est d'abord l'éducation et ensuite la sanction. Il faut inverser la chose. Il n'est pas question d'abandonner l'éducation, mais la sanction doit passer en premier, et il faut que tout comportement criminel, donc tout comportement déviant, reçoive une réponse tangible de l'État. Aujourd'hui, la sanction doit passer en premier, réponse tangible de l'État. J'entends très bien ce que vous dites. Et lorsque j'entends aujourd'hui des personnalités de gauche qui se cachent derrière ces chiffres de la délinquance chez les mineurs qui sont en baisse, qu'est-ce que vous leur répondez? Ça, c'est officiel. Je leur réponds qu'il faut comparer la nature, non pas le nombre, mais la nature des faits. Aujourd'hui, mais je vous dis aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est une tendance qui était déjà de la décennie précédente et qui a augmenté après la crise sanitaire. Nous avons une explosion des faits de violence dont l'intensité augmente et dont le seuil de déclenchement diminue. Je m'explique. Nous avons une violence qui explose de plus en plus tôt dans la relation, dans un différend, et qui atteint des sommets, puisque c'est terrible, c'est même pas des intentions homicides. En criminalité organisée, il y a l'intention homicide. Je veux aller tuer l'autre pour une raison qui est une raison liée au business. Mais là, ce sont des jeunes qui n'ont plus qui n'ont jamais eu la perception de ce que c'est que l'interdit, le tu ne tueras point. C'est qu'on se déchaîne et en fait on se moque du résultat. Il est mort, il est pas mort, on s'en fout. Je veux dire, l'affaire d'Elias, tout ça c'est toujours la même chose. Thibaut de Montbrial, c'est toujours la même chose, et sauf qu'on a remarqué qu'il y a quelques petites choses qui bougent. Les parents et les proches des victimes ne se taisent plus et viennent, les larmes aux yeux, crier leur souffrance. Vous avez tout à fait raison. Je pense bien sûr à la maman d'Elias qui s'est beaucoup exprimée. Je pense au père de ce jeune homme qui est mort il y a quelques jours. Je pense aussi à la femme de ce gendarme, Éric Comines, qui avait été tué l'été dernier. Les gens s'expriment de plus en plus. C'est-à-dire que longtemps, la doxa a cantonné la victime à un rôle. Alors il y avait des termes qui lui étaient assignés. Il y avait le terme de dignité. Le terme de dignité est magnifique, mais il a été dévoyé. C'est-à-dire qu'on disait toujours la victime, elle est très digne. Et sous-entendu, elle ne demande pas que l'auteur de son malheur soit sanctionné. Aujourd'hui, c'est en train de s'effilocher. Mais regardez Christine Kelly, c'est très intéressant. Ils disent l'État ne nous protège plus. L'État ne nous protège plus. C'est ce que tous les parents, là, et tous les parents, et pas tous les Français se disent ça, ce soit parents ou pas parents. On se dit l'État ne nous protège plus, que faire? Mais même les toboggan, pardon, l'image du toboggan que m'avait donné, pardon, mais ça m'effraie. Oui, mais j'essaye de dire le réel, ça fait longtemps que je le dis, et surtout je propose des solutions, c'est-à-dire que maintenant il faut sortir des palabres, et moi je pense que le vrai choc d'autorité, c'est de dire à partir de maintenant ça suffit, et de renverser la table. Et il y a plein de mesures qui nécessiteront évidemment une majorité à l'Assemblée nationale, mais d'ores et déjà, il y a tout un tas de choses à l'intérieur et à la justice que l'on peut faire avec ce qu'on appelle du réglementaire, c'est-à-dire au niveau de la compétence juridique propre des ministères. D'ailleurs, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, chacun à la place qui est la sienne, essayent. Il y a des choses qui bougent. Mais je pense qu'il faut multiplier ça par 10, par 20, par 30. Et vous savez, les Français seront d'accord. Personne ne se bouscule pour prendre le pouvoir en ce moment, alors qu'il n'y a pas de majorité, et une dissolution est possible. Mais vous savez, moi, juste un mot, parce que les gens sentent la grande violence arriver et que personne ne veut assumer les mesures qu'il faudra prendre. Soit on devance les choses et on essaye de corriger le tir, soit nous le subirons. Mais la lâcheté ne nous empêchera pas la grande violence. Vous savez, le déshonneur n'empêche pas la guerre. Tout le monde vous pose une question autour de la table, Charlotte. Oui, vous disiez qu'il fallait réagir sur la question de la sanction. Qu'est-ce qu'aujourd'hui pourrait décider justement le législateur ou le gouvernement selon le passage pour inverser justement ce rapport à la sanction, notamment chez les plus jeunes?
l'inversement du rapport à l'excuse de minorité. Aujourd'hui, le principe, c'est que le jeune bénéficie de l'excuse de minorité qui diminue la peine encourue par 2, sauf motivation spéciale. Il faut inverser. Et là aussi, il faut, on le dit. Ah oui, mais attendez, vous me demandez oui, je sais, je suis obligé de répondre par... Mais moi, je réponds à la place des Français aussi, oui. Je peux. Bien sûr, vous avez raison, mais les mesures qu'il faudrait envisager, il faut les mettre en place. Et pourquoi le gouvernement n'entend pas? Pourquoi est-ce que les choses, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pour rebondir sur la question de Charlotte. Les choses ne changent pas parce que les gens qui dirigent et les juges, la haute administration, à quelques exceptions près bien sûr, de plus en plus d'ailleurs, sont pétris par une manière de penser qui les a façonnés depuis des décennies. Les circonstances ont changé. C'est comme si on appliquait un traitement médical à une maladie qui a muté. En fait, il faut muter aussi la réponse. Alors, vous parlez de la grande violence qui sera nécessaire pour casser le cycle de la violence. Alors, je vous inviterai à développer un peu là-dessus, parce que tout le monde en a une intuition, c'est-à-dire le jour où l'État prend au sérieux la violence nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette grande violence nécessaire pour stopper la violence, par exemple devant les trafiquants, par exemple devant les rixes, par exemple devant les violences du quotidien? On est au cœur du problème parce que pour moi, c'est la pierre angulaire de la politique de choc d'autorité, mais réel, pas le choc d'autorité blabla. Le choc d'autorité réel, c'est se souvenir, et ça ne nécessite aucune loi, c'est un changement d'état d'esprit, que la police et la gendarmerie bénéficient dans la loi du monopole de la force légitime. Qu'est-ce que c'est que la force légitime? C'est le droit d'utiliser la force lorsque une situation à laquelle les policiers ou les gendarmes sont confrontés l'exige. Une violence qui est commise, soit contre eux-mêmes, soit contre des citoyens. Tout ça existe. Aujourd'hui, à chaque fois, la réponse de la police et de la gendarmerie est systématiquement sous-dimensionnée par rapport à ce que la loi permet. Pourquoi? Parce que l'administration, de moins en moins, mais quand même un peu, et surtout la justice, à chaque fois, eh bien, prend systématiquement le parti contre l'agent de police ou de gendarmerie qui a utilisé la force. Et donc, il y a aujourd'hui une retenue. Il y a aujourd'hui, bien sûr, l'affaire Naël en est un exemple emblématique. Oui, on parle beaucoup de l'aval, mais on ne parle pas beaucoup de l'amont, si je puis me permettre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une société laxiste, elle mène à beaucoup de répression, mais on ne s'attaque jamais fondamentalement à cette société laxiste. Vous dites que nous sommes au bas du toboggan, mais quand nous étions en haut, il y a une alternance de gauche, de droite, etc. On ne sait jamais ni la droite ni la gauche, mais surtout pas la droite, on aurait pu l'attendre d'elle, ne s'est intéressée au détricotage de la famille, de toutes les figures de l'autorité, de tout ce qui finalement permettait de construire une structure, une colonne vertébrale aux enfants, et on voit aujourd'hui que c'est la catastrophe. Ils sont incapables de maîtriser leurs pulsions. Alors vous avez complètement raison, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos tout à l'heure par vous parler de l'absence d'éducation à la frustration, l'apprentissage de la frustration. Mais pour moi, c'est un mécanisme double, mais dont la temporalité est différente. On ne peut pas ne pas réagir par un retour aux fondamentaux, et ce retour aux fondamentaux, il passera par utiliser la force contre des gens qui, au début, n'accepteront pas cette utilisation de la force parce qu'ils se sont habitués à ce qu'il n'y ait plus de limites. Et comme toujours, quand on repose des limites brutalement, elles sont testées sévèrement. Et c'est là qu'il faudra tenir. Mais l'autre partie, et qui est évidemment une temporalité beaucoup plus longue, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est le retour d'une forme de transcendance dans la société. Aujourd'hui, il y a un nihilisme absolu. La vie humaine ne représente rien. Personne ne sait, à part le consumérisme et l'individualisme, pourquoi il vit en République française. Il faut recréer du sens dans tout ça, et je sais que c'est un thème qui vous est cher et ce qui nous fait un point commun. Mais là, vous venez d'utiliser la bonne formule, le nihilisme. Les gens n'ont plus le respect d'eux-mêmes. Donc on peut dire demain, si vous fautez, vous avez 14 ans, vous faites je sais pas trop quoi, on vous tranche la tête, ils s'en foutent. Il n'y a plus ce sens de la vie. Il n'y a pas l'amour de la vie. Alors donc... les sanctions en tant que telles, oui, il faudra sans doute trouver quelque chose, mais c'est quand même ce que disait Gabriel. Comment galvaniser les gamins? Comment les faire rêver? Comment leur raconter Mermoz? Il faut arrêter d'avoir des jeux où on tue, on est constamment dans la renonciation, on les laisse dans cet enfermement destructeur. Mais je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, je suis un chaud partisan en marge donc de ce choc d'autorité initial dont chacun a bien compris que c'est la base et que ça risque d'être compliqué, mais ce sera encore plus compliqué si on ne le fait pas. En parallèle, c'est réapprendre la fierté, la joie d'être français. Qu'est-ce que la France? La France est un pays millénaire, aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne. L'aventure de devenir un petit français, c'est de devenir le maillon d'une chaîne extraordinaire. Comment font les islamistes pour recruter, entre guillemets, les jeunes? Ils leur disent, regarde ces mécréants. Les mécréants, c'est nous. Ils n'ont aucune valeur, alors que nous avons une histoire, c'est l'Ouma. Eh bien, réapproprions-nous l'histoire de France. Thibaut de Montbrial,
Je vous poserai une dernière question qu'on a terminée. Je pose la question à Mathieu Bocoté d'abord, mais je vous demanderai en 2 mots, puisqu'on a terminé l'émission, dans un instant, vous êtes au pouvoir, vous faites quoi concrètement? Les mots, on en a marre. Les fleurs, on en a marre. Avec ou sans possibilité de faire des lois? Avec la possibilité de faire des lois. D'accord, bon. Réfléchissez, 3 minutes, 30 secondes, le temps de poser la question à Mathieu Bocoté. Sommes-nous devant ce déferlement de violence, déjà en guerre civile? Alors, vous savez, c'est une formule sur laquelle j'ai souvent buté. Parce que je me disais, une guerre civile, c'est une guerre au sein d'un même peuple. Donc, par exemple, c'est les guerres de religion dans les siècles anciens. C'est la guerre entre les Russes, les Blancs, que dis-je, et les Rouges au moment de la Révolution russe. C'est la guerre civile irlandaise qu'on a connue. C'est la guerre civile américaine. Donc, je me disais, nous ne sommes plus aujourd'hui dans un monde où il y a une guerre au sein du même peuple, pour peu qu'on le définisse avec un peu de substance culturelle et tout ça. Mais je me suis tourné récemment, j'ai relu un livre, en fait, qui date de 1998, d'Éric Werner. Le titre, c'est L'avant-guerre civile. Et je vais vous citer un petit extrait. 1998, je me permets, c'est un poil long, mais ça vaut la peine. Une simple agression dans la rue, où le métro ne suffit pas encore à instituer un état de guerre entre l'agresseur et l'agressé. C'est un acte de violence, un point, c'est tout. Mais l'argument peut être retourné dès lors que la criminalité dans la rue ou le métro tend à se généraliser, au point que tous ne songent en permanence qu'à la meilleure manière de se protéger contre un agresseur éventuel. Par exemple, en prenant l'habitude d'accélérer le pas dans la rue, en s'habillant de la manière la moins voyante possible, en suivant des cours d'autodéfense. Car les individus ne se connaissent peut-être pas personnellement entre eux, mais s'éprouvent tous en revanche comme agresseurs potentiels, en sorte qu'une certaine stabilité s'institue bel et bien dans leur rapport. Tous sont sur le qui-vive, se regardent en chien de faïence. 1998. Manifestement, il y a des gens qui voient les choses un peu avant les autres. Et je suis oublié. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, autour de, je pense, j'avais 20 ans, je me disais, il imagine, il est fouille délire. Mais manifestement, il avait raison. Alors aujourd'hui, est-ce que ce terme est pertinent? Je ne sais pas si on doit utiliser le terme guerre civile parce qu'encore une fois, c'est à l'intérieur d'un même peuple, mais au sein d'un même territoire, d'une même société, d'une même population, cette guerre de tous contre tous à différents degrés d'intensité est déjà présente. Voilà pourquoi tous, en fait plusieurs devant cela, ont la solution de Jean Raspail. Il faut fuir, fuir là-bas au loin, fuir loin de la guerre, mais est-ce encore possible puisqu'elle nous rattrape toujours? N'a-t-on pas franchi un cap? Ne sommes-nous pas dans une sorte de dynamique irréversible? C'est le sentiment, le trop tard. Cette idée que finalement c'est trop tard. Et on a ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet multiplicateur des violences. Il y a les violences islamistes, il y a les violences racistes et les violences conquérantes. Crépol, Elias, ainsi de suite. Il y a les violences à l'américaine, comme en Autriche aujourd'hui, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Vous savez, le mimétisme des tueries de masse. Ça a traversé l'Atlantique. Dans une école. Voilà. Il y a les violences liées au trafic de drogue ou des souverainetés privées qui sont celles des cartels qui s'opposent entre eux et se donnent le droit de se tirer dessus à l'arme de guerre. Il y a les violences sauvages comme celles d'aujourd'hui. Et toutes ces violences, je le dis, s'amplifient les unes les autres. Alors, demain, la guerre civile, peut-être, dirais-je, aujourd'hui, nous y sommes déjà si nous acceptons de la nommer ainsi. Mais une chose qui est certaine, nous sommes déjà dans le chaos le plus grand. Et plus le chaos est grand, plus la réponse, l'acte d'autorité nécessaire est fort, très fort, est impérieux. Mais je repose la question, comment réussir à réparer une société avec ceux qui l'ont détruit pendant un demi-siècle? Et par le déni dont vous parlez très régulièrement, mon cher Mathieu. Pour terminer, Thibault de Montréal, c'est un plaisir de vous avoir eu, mais je me mets à la place des Français ce soir qui zappent sur toutes les chaînes info et qui restent surtout sur CNews. Parce qu'ils veulent avoir une solution, parce qu'ils se disent que on entend tout le temps l'État coupable, l'État maintenant responsable, l'État complice aujourd'hui. C'est ce que crient les victimes aujourd'hui. Vous êtes au pouvoir, pardon, je vous prends comme ça un peu à froid, je vous cueille à froid, mais vous êtes au pouvoir là maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour sauver les Français? Première chose, mise en place d'un soutien administratif, réglementaire et législatif aux forces de sécurité intérieure pour l'usage de la force légitime. Deuxième chose, combat absolu, drastique contre l'immigration. On n'en a pas parlé, mais c'est la mère de toutes les batailles. Et troisième point, réforme constitutionnelle avec restitution de la primauté du droit national sur le droit européen. Peut-être commencer par le troisième point. Oui, mais c'est le plus compliqué à mettre en œuvre. Vous m'avez demandé d'être concret. Je pense que le premier point est le plus concret et le plus rapide à mettre en œuvre. Merci Thibault de Montréal d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir dans cette actualité triste, lamentable, déplorable. Vive la France. Tout de suite, Pascal Pro, l'heure des Pro 2.